tu es sur le point de regarder une vidéo d'éducation populaire. Si elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner à EducPop. N'hésite pas non plus à la commenter et à la liker. Oublie pas non plus que l'on a un Tipeee si tu veux nous faire un petit don. Bon visionnage. Alors avant de commencer cette conférence, il faut que je vous raconte rapidement comment elle s'est faite. Si vous voulez, des conférences gesticulées, ceux qui en font, ils sont passionnés d'un sujet et ils ont envie de le raconter à tout le monde pour expliquer ce qu'ils ont compris. Et donc moi, comme beaucoup d'autres, je suis allé dans les formations où il y a Franck Lepage et d'autres. Et j'aurais dit que je voulais expliquer, faire une conférence sur l'économie, pour expliquer ce que j'avais compris de l'économie. Et donc j'aurais dit j'ai tout préparé, j'ai le plan de ce que je veux faire. C'est pas, il n'y a plus qu'à vous m'aider à le mettre en scène. Quoi. Donc je leur ai présenté ce plan, et ils m'ont dit que j'avais peut-être pas cerné très bien le concept de conférence gesticulée. Du coup, on a été obligé de retravailler un peu la forme, tout en conservant le fond. Et donc ce soir, vous n'aurez pas droit à la conférence s'appelant Analyse des comportements d'intérêt particulier dans une économie à concentration capitalistique et à masse monétaire constante. Vous aurez droit à Économie, mon amour. Pognon, sexe, jeu. Donc si je viens vous parler de ça, c'est parce que je suis passionné d'économie. Mais je suis vraiment passionné d'économie. Enfin, il y en a qui adorent le parapente, le football, enfin, il y a plein de choses, c'est super. Moi mon truc, c'est l'économie. Pour en parler toute la nuit après, si vous voulez. Enfin, vraiment, j'adore ça. Quoi. Et en fait, le fait d'être passionné d'économie fait de moi un capitaliste. Alors, être capitaliste, c'est ça, c'est parfaitement logique. Hein, c'est pour permettre le progrès humain, la réduction du chômage, enfin, tout ce qui est bon pour l'humanité, on permet aux gens d'amasser du profit pour stimuler cette envie de création de richesse et donc le progrès. Pour permettre le profit, on réduit les charges, les taxes, pour attirer les capitaux. Et voilà, c'est ça l'économie. Alors je vais en parler un peu plus longtemps que ça. Donc moi je pense comme ça, mais il n'y a pas que moi qui pense comme ça. Tous mes collègues pensent comme ça. Moi j'ai fait une école de commerce. Et les autres élèves pensent comme moi. Les parents des autres élèves pensent aussi comme moi. Les enseignants pensent comme moi. Tout le monde pense ça. Et enfin, les experts en économie, c'est nous. Enfin, c'est une école de commerce. Donc si des experts en économie pensent tous ça, bah, nous, ça nous surprend qu'on puisse penser encore autre chose. Si vous voulez, moi, je suis expert en plein de choses. C'est-à-dire, j'ai fait une école d'ingénieur, et après, j'ai fait une école de commerce. Et je parle 3 langues couramment, donc si vous voulez, je vous fasse la conférence en allemand. Non, c'est pas okay, tant pis. Bon, je dis je suis expert, et c'est pas moi qui le décrète, hein, je veux dire, le marché du travail me le reconnaît bien. Si vous voulez, pour vous expliquer, un mois avant d'avoir fini mes études, j'ai été contacté par une entreprise, que j'avais absolument pas contacté, qui me proposait de signer un CDI. Donc en fait, ce que j'ai fait, parce qu'ils avaient l'air très sympas, donc un mois avant la fin de mes études, j'avais déjà signé un CDI pour quand j'aurais fini. Puis donc j'ai fini mes études comme les autres, j'ai envie de dire. Et puis j'avais pas envie de commencer à travailler tout de suite, donc j'ai appelé mon employeur pour lui dire est-ce qu'il y aurait moyen qu'on décale le début de mon embauche de 4 mois, parce que j'aimerais bien partir en vacances en Allemagne. Et il m'a dit oui, il n'y a aucun problème. Donc on a décalé l'embauche de 4 mois, il m'a attendu. Et bon, ça s'est pas si bien passé que ça, parce que assez rapidement, ça se passait pas si bien que ça au travail. Et du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je devrais pas envoyer des CV? Alors j'ai envoyé 1 ou 2 CV. Et au bout de 15 jours, j'avais trouvé un autre emploi en CDI. Voilà. Donc je ne suis pas un monstre, hein, je sais que c'est la crise et qu'il y a du chômage. Hein, enfin. Mais bon, globalement, je sais que la crise, pour moi, elle devrait être essentiellement un poste de télévision. Alors, qu'est-ce que je fais comme métier pour que la crise soit si loin? Je suis acheteur industriel. Je comprendrais que vous ne sachiez pas ce que c'est. Mais disons que mon métier, vous le connaissez, hein, vous le faites aussi. Quand vous allez acheter une bouteille de vin, vous faites exactement mon métier. C'est-à-dire que vous regardez si vous voulez du vin rouge ou du vin blanc, vous regardez l'étiquette, vous regardez le prix, selon ce que vous voulez, votre budget, ce que vous allez faire. Et puis vous arbitrez.
et vous décidez d'acheter la bouteille de vin qui vous convient. Alors, il y a une petite différence entre vous et moi, c'est que moi j'ai un budget annuel de 50 millions d'euros. Donc tous les ans, je dépense 50 millions d'euros dans mes magasins à moi qui sont des usines pour acheter, moi j'achète des boutons de volant. Le bouton de volant, c'est ce qui permet de changer le volume de l'autoradio, voyez-vous, qui est sur le volant. Ouais. Et voilà, donc je fais ça dans l'industrie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà travaillé dans une usine? Oui? Un petit peu? Oui. Ça vous a plu? Non. Non, ça vous a plu? Non. Il n'y a pas que des bons points, mais quand même. Oui, oui, voilà, ça vous a plu. Enfin, ça vous a forcément plu, je veux dire. Enfin, on ne veut que ça, les usines. On pleure le fait qu'elles se délocalisent. Donc, puis je veux dire, toute la richesse de l'Occident est basée sur l'industrie. Enfin, c'est la gloire de notre pays, c'est l'industrie. Je pense que ça vous a plu, après vous êtes un peu taquin. Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de travailler dans une usine, je vous propose une petite chose à faire chez vous, hein. Prenez votre temps, juste pour empâtir la situation d'un ouvrier. Vous savez comment ça marche, les usines, c'est du montage à la chaîne. C'est-à-dire qu'il y a des séquences que vous avez, des séquences de mouvements que vous avez à faire, que vous refaites toute la journée pendant 8 heures de temps. Ces séquences qui durent entre 2 secondes et 20 secondes. Moi, la plus petite séquence que j'ai vue, c'était 2 secondes 71 en Roumanie. Il y a une dame qui faisait la même séquence de 2 secondes 71 toute la journée. Et donc je vous propose un petit jeu juste pour que vous puissiez chez vous ressentir ce que ça fait de faire ça, l'épanouissement qu'on en retire. Je vous propose, vous pouvez trouver ce que vous voulez, mais c'est un exemple. Vous prenez un livre, vous l'ouvrez sur une table, vous asseyez, les conditions de travail c'est important. Vous fermez le livre, vous le mettez dans votre sac, vous fermez votre sac, vous rouvrez le sac, vous reprenez le livre, vous le rouvrez sur votre table, puis vous recommencez. Vous faites ça à 8 heures de temps. Vous avez le droit à 2 pauses d'un quart d'heure. Et donc, juste pour ressentir un peu ce que ça fait. Donc voilà. Alors, vous avez compris, moi je fais pas ça. Moi j'ai un bureau climatisé, je passe souci. Mais j'ai un autre souci. C'est que ces bouteilles de vin, c'est ma consommation hebdomadaire de vin. Enfin, quand je dis hebdomadaire, c'est la semaine MEDEF, hein, juste les 5 jours travaillés. Mais finalement, c'est pas un si gros problème que ça, parce que mes amis boivent tout autant. Enfin, je suis même parfois un petit joueur à côté d'eux, donc finalement tout ça n'a rien de dramatique. Alors, faut que je vous dise juste un mot sur mes amis. On est un groupe sociologique hyper diversifié. Nous sommes tous des hommes blancs, nés entre 85 et 87, et on est tous acheteurs industriels dans l'automobile. Et certains de mes amis ont des problèmes beaucoup plus graves que ça, parce que 2 d'entre eux ont fait des burn-out au bout de 2 et 3 ans de travail. Ils ont perdu la boule au travail, ils se sont évanouis au travail. Voilà. À cause du travail. Hein, on parle d'hommes qui n'avaient pas d'enfants, qui n'ont pas de problème particulier, et qui n'auront jamais de problème pour trouver un emploi. Voilà. Moi, il m'arrivait un autre problème à ce moment-là. Je vous ai dit que j'avais été obligé de changer de travail. Enfin, pas obligé, mais j'avais changé de travail. Et j'ai déménagé à Poitiers. Et vous savez quand c'est, quand on change de ville, on cherche un appartement, on passe des coups de fil, on visite des appartements. Et en fait, en faisant ça, j'ai rencontré une fille. C'est un peu plus compliqué parce que, en fait, c'est pas cette fille qui m'a fait visiter son appartement, c'est une copine à elle. Et en fait, en sortant de l'appartement, je suis poli, quoi, j'envoie un texto à cette fille qui s'appelle Camille, et je lui envoie un texto, je lui dis merci pour la visite de l'appartement, il ne me convient pas, voilà, merci, au revoir. Elle m'a répondu pour me remercier et la remercier, enfin, de la tenir informée. Puis du coup, je l'ai remercié de me remercier, et j'en ai profité, je lui ai demandé ce qu'on pouvait faire à Poitiers, parce que je ne connaissais pas la ville, tout ça. Il m'a dit, ça dépend, vous aimez quoi? Et là, je lui ai répondu, ça dépend, vous aimez quoi?
Et bref, comme ça, on s'est envoyé, mais il s'est vraiment passé quelque chose qu'on s'est envoyé, je sais pas, peut-être 200 ou 300 textos par jour. Je dis toujours un chiffre, mais j'en sais rien. On était accrochés à notre téléphone, je pouvais pas envoyer un message sans en recevoir un. J'avais pas le temps de répondre au premier, que j'en avais déjà un. C'était absolument incroyable. Dans une semaine, ça s'est pas arrêté, quoi. Et donc on voyait bien qu'il se passait quelque chose, donc on a décidé de se rencontrer à la fin de cette semaine. Et on a passé le week-end ensemble. Alors là, ça a été un peu comme un choc des civilisations, si vous voulez. Parce que cette fille, elle a grandi, elle est pianiste, et elle a grandi dans une ferme bio. Et pour essayer de vous expliquer, de vous montrer un peu le choc des civilisations, si vous voulez, elle était à moitié anarchiste, moi j'étais complètement sarkozyste. Et puis, elle était à moitié communiste, moi j'étais complètement sarkozyste, quoi. Et alors par contre elle était complètement écolo, puis moi j'ai été complètement sarkozyste. Du coup, c'était compliqué, quoi. Le week-end a été étonnant. Et voilà, mais il s'était passé quelque chose, on sentait bien qu'il y avait quelque chose et on ne pouvait pas se quitter comme ça. Mais elle m'a prévenu, elle m'a dit, je te préviens, si on reste ensemble, puisque donc on s'est mis ensemble, tu vas finir par élever des chèvres dans la montagne, quoi. Et donc, je ne sais pas si j'allais finir du côté des chèvres dans la montagne, mais voilà. Alors voilà, c'est ça que je vais vous raconter ce soir. Alors là, vous savez, c'est de l'éducation populaire, donc vous êtes censé participer aussi. Pour l'instant, c'est un peu léger. Et donc là, c'est un moment capital. Il faut vraiment que... Il y a une grosse pression sur vous. Je vais vous demander de participer. Je vais lancer une grande phrase qu'on a tous... Normalement, on l'a tous entendue. C'est vraiment pas difficile. Mais il faut que vous arriviez... faut que vous terminiez la phrase en chœur parce que sinon, la soirée est foutue, quoi. C'est important. Vous êtes prêts ? Ouais. Ouais, ça va. On le sait tous. L'objectif économique de la France, c'est la croissance. La croissance. Vous savez tous, non? On entend tout le temps, non? Alors la croissance, qu'est-ce que c'est? La croissance, c'est l'augmentation annuelle du PIB, c'est-à-dire la richesse produite dans le pays. Alors cette définition nous dit deux choses. Déjà, c'est une augmentation. Donc ça veut dire que si on a 0% de croissance, ce qui est le désastre absolu dans l'économie, ça ne veut pas dire qu'on ne produit plus rien, ça veut juste dire qu'on ne produit pas plus que l'année d'avant. Pour information, l'année dernière, on a produit en France pour 2000 milliards d'euros. Si on divise ça entre tous les Français, mais tous, je veux dire les bébés, les vieux, tous, ça fait 30 000 euros par personne. Donc 0% de croissance, ça veut simplement dire que l'année prochaine, vous n'aurez pas plus de 30 000 euros. C'est déjà nettement moins dramatique. Ensuite, ça dit une deuxième chose, c'est une augmentation annuelle. Alors, qui dans la salle a une voiture qui aurait été construite il y a plus d'1 an? Vous pouvez lever. Bonne partie, a priori. Et qui habite une maison ou un appartement qui aurait été construit il y a plus d'1 an? Vous n'avez pas des questions faciles, hein? Alors, ça veut dire une toute petite chose, c'est-à-dire que si, même si on avait zéro production l'année prochaine, je ne sais pas 0% de croissance, vraiment zéro production, vous auriez tout de même une voiture et une maison. Donc c'est-à-dire que tous les ans, on veut produire encore plus, mais on veut produire encore plus en accumulant avec ce qui reste des années précédentes. Donc l'accélération est encore plus forte. Mais bon, tout le monde fait comme ça, tout le monde, dans tous les pays ont pour objectif la croissance. Alors, pas tout à fait. Il y a un pays qui ne l'a pas. Ça s'appelle le Bhoutan, je ne sais pas si il y en a qui a entendu parler. Le Bhoutan avait cet objectif de croissance et ils ont décidé que ça ne convenait pas à la population et ils ont défini un nouvel indicateur. Et cet indicateur, c'est le BNB, le bonheur national brut. Et suite à ce changement d'indicateur, les deux premières lois qu'ils ont fait passer, ça a été de passer l'intégralité de l'agriculture à l'agriculture biologique. Et la deuxième loi a été d'interdire la publicité. Il n'y a plus de publicité dans les rues au Bhoutan. Alors c'est des choix, on peut y réfléchir.
la société fonctionne comme ça, mais finalement, moi aussi je fonctionne comme ça dans mon travail, par exemple. Dans mon entreprise, comme dans ma vie, dans beaucoup d'entreprises, on avait des... Excusez-moi. On avait des entretiens annuels pour savoir comment s'était passé l'année. Alors, bon, chez nous, ces entretiens, on n'appelait pas ça entretien individuel, on appelait ça plan de développement personnel. Ça signifie que mon entreprise s'intéresse à mon épanouissement et c'est quand même très sympathique. Et donc, pendant ce plan de développement personnel, on ne s'intéresse pas à si ça s'est bien passé l'année d'avant. On s'intéresse à une seule chose, c'est comment je pourrais faire mieux l'an prochain. Vous savez, il est évidemment pas imaginable que je dise à mon patron « Non, c'est bon, ça allait bien cette année. Je n'ai pas vraiment besoin de m'améliorer. » Si vous voulez, c'est normal que ça ne me convienne pas, parce que je suis dans une entreprise qui cherche à être le plus excellente possible tout le temps. Si moi je ne cherche pas à l'être, ça ne peut pas coller. Donc, évidemment, je cherche à m'améliorer. Alors, c'est un autre but, ces entretiens, c'est aussi un test de soumission. Parce que, si vous voulez, dans ces entretiens, il n'y a que moi et mon manager. Et comme on est une grande famille, et que c'est pas du tout les hiérarchies liées, mais c'est très symbolique. Et donc, si vous voulez, on va donner notre avis sur l'autre dans l'entreprise, moi je vais donner mon avis sur le patron, puis lui sur moi, on va échanger là-dessus. Il faut bien commencer par quelqu'un, donc je vais d'abord donner mon avis sur mon patron. Et puis après, lui, il me donnera son avis sur moi. Comme ça, on peut échanger librement. Mais de toute façon, il m'a dit très clairement, Adrien, tu dis ce que tu veux. De toute façon, ce papier, personne ne le lira. On le remplit. Une fois qu'il est rempli, on le range dans le bureau du DRH. Mais je veux dire, personne n'aura accès à ça. Donc voilà. Ah voilà, c'est ça la croissance. Alors, il y a deux moyens de faire de la croissance. Le premier, c'est la consommation intérieure. C'est-à-dire que vous et moi, nous tous, on consomme plus. On essaie de forcer un peu. Et politiquement, c'est pas évident comme levier à mettre en œuvre, parce que comme on est un pays en crise et qu'on est tous en crise, ça veut dire qu'on n'a plus rien à bouffer dans la gamelle, quoi. Donc dire à des gens qui n'ont plus rien à bouffer pour solutionner la crise, vous allez consommer plus, c'est pas évident. Alors du coup, on pourrait dire, oui, mais peut-être qu'il y a des gens qui peuvent consommer plus et d'autres pas. Mais du coup, là, vous commencez à opposer les pauvres et les riches, et bon, pour un gouvernement et un pays uni, c'est pas super. Bon, j'ai quand même cherché à creuser un peu ce sujet-là, et je me suis intéressé au taux d'épargne. Alors le taux d'épargne, c'est le pourcentage de vos revenus, le pourcentage des revenus, que chaque année on met de côté. Alors, est-ce que vous avez une idée du taux d'épargne moyen en France? Un taux, c'est un pourcentage. Est-ce que vous avez une idée du taux moyen d'épargne en France? 5%? Plus que 5%. 10. Plus que 10%. 16%. 16%. Comme ça, vous savez un peu où vous situez. Et je vous rassure, tout le monde n'épargne pas de la même manière. Le quart des Français les plus riches épargnent 25% de ce qu'ils gagnent. Et le quart des Français les plus pauvres épargnent moins 5% de ce qu'ils gagnent. Ça signifie qu'ils dépensent 5% de plus que ce qu'ils gagnent. Alors, j'avais lu une thèse à ce sujet, et la personne proposait une hypothèse pour expliquer cette différence d'épargne entre les pauvres et les riches. Je vous la soumets, vous ferez votre avis. L'hypothèse était que les riches sont plus pessimistes, et donc pour prévoir des années difficiles, ils mettent plus de côté. Raisonnement inverse, les pauvres sont plus optimistes, ils n'ont pas besoin de mettre de côté. Après, je ne sais pas s'il a eu le diplôme, moi. Voilà. Mais bon, finalement l'épargne, on s'en fiche. L'épargne, on s'en fiche parce que ça n'a strictement aucune influence sur l'économie. Je vous explique pourquoi. Prenons par exemple Catherine. Catherine gagne 10 000 € par an.
D'accord? Première année, Catherine gagne 10 000 euros, elle ne met pas d'argent de côté, elle va dépenser ces 10 000 euros. Donc elle contribue à l'économie, elle permet un PIB de 10 000. Deuxième année, Catherine gagne toujours 10 000, tout va bien. Mais cette année, elle arrive à mettre 2 000 euros de côté. Catherine va donc créer un PIB de 8 000. Dernière année, Catherine gagne toujours 10 000 euros. Elle a décidé de faire des folies, elle dépense l'épargne de l'année d'avant, et donc elle va permettre un PIB de 12 000. Moyenne sur les 3 ans, 10 000, qu'elle ait épargné ou pas, n'a strictement rien changé à son impact sur la société. Et on est quand même très nombreux, je veux dire. Donc il y en a qui épargnent, il y en a qui dépensent plus. L'épargne n'a aucun impact sur l'économie. Alors il y a d'autres personnes, d'autres économistes, pas que, qui pensent étonnamment le contraire, qui pensent que l'épargne c'est la plaie de l'économie, qu'il faut absolument lutter contre l'épargne. Alors je vais vous proposer un autre jeu pour essayer d'appréhender l'autre façon de penser. En voici une, je vais vous proposer un jeu pour appréhender la suivante, puis après vous choisirez vous-même ce qui vous convainc et ce qui vous convainc pas. Alors, je vais avoir besoin de 3 volontaires pour venir sur scène avec moi. Il n'y a pas de brimade, c'est facile comme tout. Je vous en supplie, venez vite. Moi je veux bien. Un, venez. 2. Je mets où? Si vous pouviez me mettre en ligne là, pas trop loin. Est-ce que je peux avoir un 3e volontaire? Ou une volontaire. Mireille. On ne peut plus avancer, hein, il faut un sacrifice. Merci. Alors, le jeu est le suivant. Nos invités qui s'appellent Lambert. C'est mon prénom. Si, au cas où tu te poses la question. Non, mais moi je t'appellerai comme tu me dis de toute façon. Je t'appelle Lambert. Ça va. Ingrid et Bernard. Donc, Ingrid, Lambert et Bernard vont être 3 agents économiques qui vont échanger et ils vont avoir l'occasion de faire de l'épargne ou de ne pas en faire comme ils le veulent, c'est eux qui vont décider. Et on va regarder l'impact que ça a sur le chiffre d'affaires de leur nation à 3 agents économiques. D'accord? Alors, Lambert, si t'es d'accord, tu vas être boulanger. Très bien. Ingrid, tu seras maçon. Maçonne, je sais pas trop comment on dit. Je sais pas pourquoi maçon, ça tombe toujours sur une fille. Et Bernard, tu seras médecin. T'es d'accord? Alors, parfaitement par hasard, je vous donne vos revenus de l'année 1. T'as combien toi? Le boulanger a 5. Et le médecin il a quand même pas mal. Hein. Le maçon a 5 et le médecin a 20. On n'a pas pris la bonne voie. Ah ben, c'est pour ça qu'il fallait se mettre en dernier. La pauvreté, c'est une fatalité, c'est pas... Oui, je suis optimiste. On est optimiste. Oui, bon, c'est bien. J'espère qu'il y a Donc, refais le compte un peu de temps. Donc, première année, on a eu nos 3 agents économiques ont eu les chiffres d'affaires suivants, et on peut donc conclure qu'en première année, on a eu un PIB de 30. D'accord? Tout va bien? Alors, je vais vous demander d'être hyper rigoureux. Mettez tous vos pieds dans une main, s'il vous plaît. Ça va pas rentrer. Ouais, ça va, j'ai des grandes. Et je vais vous demander à tour de rôle de dépenser votre argent dans les bols des autres. Alors c'est très important, l'argent que vous recevez, ça va dans le bol, et l'argent que vous aviez au départ du tour reste dans la main. Parce qu'à la fin, je vais vous demander combien vous avez reçu, ce sera ce qu'il y avait dans le bol, et combien vous avez épargné, c'est ce qu'il y a dans la main. Donc, Lambert, est-ce que tu peux dépenser, nous dire ce que tu achètes, ce que tu n'achètes pas? Donc tu as le droit de garder de l'argent si tu veux, tu fais comme tu veux. Allez, moi je veux une belle maison, je mets 3 pièces chez Ingrid. Puis comme je suis jeune, je mets que 1 chez le médecin, puis je garde 1 pour moi. Tu vas tomber malade, fais gaffe. On fait la santé en plus. Est-ce que le maçon peut dépenser son argent? Oui, moi j'ai besoin de m'acheter pas mal de pain pour les casse-croûtes du midi. Donc je vais en dépenser moins 2. Et puis je suis tombée, probablement j'ai dû me faire mal, il a fallu que j'aille voir le médecin plusieurs fois. Donc 2, et puis j'en garde un, Au je cas ne où? sais jamais. Bah oui, t'as raison. Ça me fait très mal. Est-ce que le Tu t'es médecin... vraiment fait mal, par contre. Tu étais malade.
C'est un médecin ou un commercial? Est-ce que le médecin veut dépenser son argent chez ses collègues? Moi j'ai vraiment envie d'une très belle maison. Parce que je suis blindé, donc je vais mettre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors ce jeu est rigolo quand les gens disent qu'ils achètent, mais ça devient nettement plus long. Bon, ouais, j'aime bien bouffer, donc Ouais. je vais acheter 5. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, 2, 4. Non, il m'en. On a ici 6 mots même. La parole de la monnaie, c'est ça? Le premier tour, c'est quand même très Non, c'est pas grave. Ah, mais voilà, ouais. Non, mais en même temps, j'ai un peu peur de l'avenir parce que c'est la crise, du coup, je vais garder Ouais, 4. t'as bien raison. Je vais épargner, c'est Donc, important. moi je suis le fisc, et je vais vous demander à chacun ce que vous avez épargné. Donc, est-ce que tu peux me dire combien tu as gagné cette année? Donc, on peut le lac dedans. J'ai gagné 7. Tu as gagné 7, très bien. Et tu avais épargné J'ai épargné 1. Est-ce que la masse peut me dire sa fortune? 14, j'ai gagné 14. Tu as épargné Un. 1. Est-ce que le médecin peut nous dire combien il a gagné? Moi, j'avais rien gagné du tout, moi. Est-ce que quelqu'un peut remplacer On en a bien? mis. On en a mis 3, moi, dans mon. Tu as gagné 3, Ouais. et tu as épargné, Et il m'en reste 4 dans la main. et il t'en reste 4. Donc, Donc, moi, je fais attention à la vie. Donc on peut facilement conclure qu'en année 2, on a eu un PIB de 24. Donc on a une baisse du PIB avec l'épargne. La démonstration précédente était totalement d'accord avec ça. On épargne, ça baisse, mais ça va se rattraper. Tout ce que je vais vous demander à ce tour-là, c'est de ne pas faire d'épargne. On n'a plus le droit de faire d'épargne. Donc vous allez dépenser tout ce que vous avez chez vos collègues. Donc vous pouvez remettre toutes vos pièces dans votre main pour toujours dissocier ce que vous avez gardé et pas gardé. Ah ben non, si on ne fait plus d'épargne, pardon. Mais donc vous, voilà. Donc est-ce que le boulanger peut dépenser tout ou partie de sa fortune? Je me suis cassé le talon en atterrissant dans le dos sur une colline. Faut pas être doué pour ça. Inflammation de partout. T'as pas dit. Non, c'est pas du tout. Est-ce que le maçon peut La chaussure qu'on dépenser, chire, quoi. tout ou partie, tout son Oui, alors moi, je me suis quand même toujours fait un peu mal, donc un peu plus que l'année dernière, puisque je me suis parmi, donc je vais dépenser 4 chez le médecin. Et puis, il a fallu Baguette. que je mange, hein, donc voilà, tout le reste. Est-ce que le médecin peut dépenser toute sa fortune? Ouais, donc ce que j'ai gagné, plus ce que j'ai dans la main. Non, pas ce que tu as gagné, toi, Plus ce que j'ai dans la main. ce que tu avais au début du tour. Ouais, bah, j'ai Non, pas beaucoup. Hein. Donc, t'avais Donc, 4. moi, j'ai une très belle maison, mais ça coûte cher en entretien. Ouais. Je vais mettre 4. Et ensuite, je vais mettre 3 pour m'acheter de la bouffe parce que c'est important la bonne bouffe. D'accord. Très bien. Alors, dernier tour du fisc. Est-ce que le boulanger peut me dire combien il a gagné? Je peux te dire, ça a l'air plus vite. 4 pour le maçon. 14. 14. Ah, je suis gavé. 12, je suis trop riche. 12. Ouais, enfin, je suis quand même moins riche qu'au début, mais j'ai une belle maison, donc c'est quand Oui, même pas c'est mal. bien, t'as J'ai bien accumulé du patrimoine. Ouais. Année 3, nous avons un PIB de 30. Donc déjà commencer par remercier nos candidats. Donc, cette deuxième façon de penser l'épargne nous montre autre chose. Elle nous montre qu'effectivement, quand on a de l'épargne, quand on fait de l'épargne, on réduit le PIB. Et dernière année, on revient au PIB de la première année. Alors que la version précédente faisait un PIB supérieur, ça compensait l'épargne. Et là, on revient simplement. Et donc, on a une moyenne sur les 3 ans qui est inférieure à 30. Vous voyez la contradiction de raisonnement ou pas? Ouais. Oui, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est ok, on gagne de l'argent, on épargne, on dépense, on épargne, mais il y a bien un moment où on crève, et on crève, on a plein de pognon dans la banque. Qu'est-ce que t'en fais ça de ce pognon quand on est mort Bah, c'est pas le sujet du... C'est pas du tout. Sur 3 ans, t'es pas mort. C'est ce qu'on voit à l'atelier. À l'atelier.
Non mais on pourra en discuter après, Pardon, ouais. ouais. Mais sinon on va partir sur autre chose. D'accord. Ouais. Donc ces deux démonstrations montrent deux choses différentes. La première montre que l'épargne, on s'en fiche, et la deuxième montre que l'épargne pénalise l'économie. Puisque clairement en deuxième année, on a perdu une partie de l'économie qui pouvait être générée, et cette économie n'est pas rattrapée. D'accord? Je ne sais pas vous expliquer clairement pourquoi, enfin, je ne sais pas comment vous dire clairement pourquoi ça fait deux choses différentes. Je vous laisse réfléchir vous-même chez vous. Chercher quelle hypothèse, laquelle de ces deux hypothèses vous convainc ou ne vous convainc pas. Voilà. Donc ça, c'est la première manière de faire de la croissance. C'est la consommation intérieure. Il y a une deuxième façon de faire de la croissance, c'est les exportations, la consommation extérieure. Alors pour le coup, ça, c'est beaucoup plus confortable pour un gouvernement. Parce que expliquer qu'on va faire des exportations, si vous voulez, les exportations, c'est quand même réussir à produire chez nous ce que le monde s'arrache. Enfin, ça a un côté très patriotique, quoi. On est tellement fort que tout le monde s'achète ce qu'on a chez nous. Donc voilà. Alors, le meilleur moyen d'augmenter ces exportations, c'est de faire de la productivité. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la productivité? Alors, augmenter la productivité, est-ce que vous pouvez me dire ce que ça signifie? C'est la production par unité de travail. C'est la production par unité de travail. Augmenter la productivité, c'est réussir à produire la même chose avec moins de monde. Ou plus avec le même nombre de personnes. Mais c'est avoir besoin de moins de personnes pour produire autant. Et en fait, j'expliquais ça à Camille et elle me dit, donc quand tu fais de la productivité, tu vas licencier des gens. Bah oui, parce que du coup, comme on produit autant avec le même nombre de personnes, on a des gens qui n'ont plus de travail. Mais tu voulais faire la productivité, enfin, tu veux faire des exportations, c'est pour résoudre le chômage. Bah oui, évidemment, c'est pour faire des exportations qu'on résolve le chômage. Et donc pour résoudre le chômage, tu vires des gens. C'est plus compliqué que ça, mon amour. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Alors, imaginons une entreprise qui fait des volants. Au hasard. Par exemple, elle fait 1000 volants. Pour faire ces 1000 volants, elle prend des chiffres simples, elle a besoin de 100 personnes. Cette année, les ingénieurs et tous les autres ont très très bien travaillé. On a fait une productivité de 20% cette année. Donc, pour faire 1000 volants, l'entreprise n'a plus besoin de 100 personnes, mais de 80. Ah oui, on a licencié des gens, c'est vrai. Sauf que l'année suivante, nos volants sont plus compétitifs, et donc on gagne des parts de marché. On ne fait plus 1000 volants, on en fait 1500. Et donc, comme il me fallait 80 personnes pour faire 1000 volants, pour faire 1500 volants, il m'en faut 120. Voilà comment la productivité permet de créer des emplois. Et alors, Camille, elle est un peu particulière parce qu'elle est comme une sorte de sixième sens. J'avais beau lui démontrer quelque chose qu'elle ne sent pas, si elle ne le sent pas, elle ne le sent pas. Donc j'ai creusé, j'ai essayé de lui dire, t'es pianiste, mais tu vas comprendre quand même. Et on va trouver une solution. Et donc j'ai creusé, cherché des solutions, pour des façons de l'expliquer. Puis elle m'a dit, oui, bon, et les concurrents, ils deviennent quoi dans tout ça? Alors, vous savez combien il y a d'entreprises qui font des volants dans le monde? Il y en a 3. C'est la libre concurrence. Donc, bon là on va faire que 2 parce que sinon on en fait 2. La deuxième entreprise, par le plus grand des hasards, a également 1000 volants à produire par an. Donc juste pour, si ça vous fait rire, je sais pas, vous savez qu'on produit 27 000 volants par semaine en Europe. Donc, plus grand des hasards, cette entreprise avait également exactement la même productivité que la première, et avait donc 100 personnes. Seulement, ceux-là sont moins bons que les premiers, et ne vont pas réussir à faire de productivité, et voilà. Et donc, il reste à 100 personnes pour 1000 volants. Résultat des courses, comme l'autre a augmenté ses parts de marché,
eux, baissent leur part de marché. Ils n'ont plus que 500 volants. Ils avaient besoin de 100 personnes pour faire 1000 volants, donc pour faire 50 volants, ils ont besoin de 50 personnes. Résultat des courses, nous n'avons plus 200 personnes, mais 170. Alors, on peut trouver que c'est bien. On peut trouver que c'est une solution pour obtenir de l'emploi. Il suffit d'espérer que cette usine-là, elle soit en France, et que l'autre soit ailleurs. Et on résolvera le problème. On n'aura plus le problème. On n'aura plus le problème du chômage en France. Alors, la théorie économique ne s'arrête pas là. Elle vous explique que si on réduit le prix des biens à la vente, on en vendra plus. Et donc ce plus va compenser la perte d'emploi. Donc je vous propose un petit jeu. Un tout petit jeu. Qui a un matelas ici? Qui a un matelas? Est-ce que vous pouvez lever la main? Non, ici, je n'ai pas. Non, pas ici, chez vous. Qui a un matelas? Vous n'avez pas de matelas? Ok, alors combien ça vaut un matelas? Prix moyen d'un matelas? 500, 400, 500, 500, on part sur 500, c'est un matelas moyen, 4,4 personnes, enfin c'est moyen. Alors un matelas moyen, 500 €. Alors on va dire que les ingénieurs, les usines, tout le monde a très bien travaillé et qu'on a fait 5% de productivité. Ce qui est énorme, c'est vraiment bien. Enfin, de 2-3%, c'est déjà du bon travail. Quoi. Donc là on a fait 5%. Donc le matelas ne vaut plus 500, mais vaut 475. Qui déclenche un acte d'achat parce que le matelas a baissé à 475 €. On vient de tuer 5% des emplois de la filière. C'est votre batterie tout de même. Et, bon ok, 5% c'est pas assez. Allez, mais comme pour là, on fait 20% de productivité. Le matelas ne vaut plus 500 mais vaut 400 €. Qui achète un nouveau matelas? Un matelas. Bon, c'est bien. Un et demi. Deux. Allez, deux. Ouais, n'achetez pas tous non plus. Donc on est combien? Je sais pas, on est peut-être une vingtaine. Ouais, quelque chose comme ça. Donc on vient de supprimer 20% des emplois et on a vendu 2 matelas en plus sur 20. Voilà. Je suis pas sûr que ça compense vraiment. Mais bon, c'est une démonstration qui a de grandes limites, on est d'accord. Hein, c'est pas, on est d'accord. Il y a un article du Monde il y a 2 ans qui analysait les causes de licenciement en France sur 300 licenciements. Et sur 300 licenciements, 3 étaient dus aux délocalisations, 3 étaient dus à la crise, parce que nous consommons moins, et 294 étaient dus à la productivité. C'est le Monde qui le dit, c'est pas moi. Alors, il y a une manière pour faire de la productivité sans supprimer les emplois. Mais elle est plus frontale. C'est de baisser le salaire des ouvriers. Si on les paye moins, on sera plus compétitif. Hop, on les licencie pas, ils gagnent un petit peu moins. Bon, voilà. Pour pas trop vous en mettre plein la vue au début de la conférence, je vous ai dit que j'achetais des boutons volants, mais je n'achète pas que des boutons volants. J'achète aussi des gaines chauffantes. Des gaines chauffantes, c'est quelque chose que vous mettez sous le cuir du volant pour chauffer le volant, pour pas avoir froid. Et donc, je suis allé visiter un fournisseur de gaines chauffantes en Hongrie. Et pendant cette visite, on devait visiter leur deuxième usine qui était en Ukraine. Et il y avait 5 heures, on a fait 5 heures de taxi entre les deux. Bon, 5 heures à parler de gaines chauffantes, il faut déjà chercher le sujet. Vite, on essaie de passer à autre chose. Et donc, pendant cette conversation, je lui ai demandé, je comprends pas parce que l'usine en Hongrie était relativement récente, ils étaient en Allemagne, ils sont allés en Hongrie, elle était relativement récente, elle était très compétitive, ils avaient quasiment tout le marché, vraiment, c'est vraiment au top, quoi. Mais malgré tout, ils ont construit l'année précédente une nouvelle usine en Ukraine. Je dis, mais comment ça se fait? Vous venez construire une usine, vous êtes déjà compétitif, comment ça se fait que vous en construisez une autre tout de suite? Et il m'a expliqué en fait que leur premier client, le plus important, Bosch, leur avait expliqué que oui, ils étaient compétitifs maintenant, c'est vrai,
mais que la Hongrie allait avoir un coût de travail qui allait augmenter, et que donc si vous voulez garder le marché maintenant, il fallait déjà être compétitif pour plus tard. Donc ils ont construit une usine au cas où plus tard ils ne soient pas assez compétitifs, voyez-vous. Donc ils ont construit un peu plus à l'est, en Ukraine. Donc Hongrie, 340 € par mois, c'est une moyenne. Hein. En Ukraine, on est plus à 170, 190. Voilà. Alors ça a commencé à me faire réfléchir un peu sur mon métier parce que, si vous voulez, moi je fais ça. J'aime pas acheter des gaines chauffantes et puis des boutons de volant. Enfin, personne n'aimerait ça, hein, c'est super chiant. Personne n'aime ça dans ce que je fais. Il y en a pareil qui est content d'aller acheter des bidules. Et ça a commencé à m'affecter parce que je me suis dit, en fait, si on veut retrouver de l'emploi et être compétitif chez nous, enfin, c'est pas quelques pourcentages qu'il faut, c'est pas quelques euros qu'il faut baisser les revenus des ouvriers et des autres. Il ne faut pas être compétitif maintenant, il faut être compétitif dans 10 ans. Donc si on veut être compétitif, il faut réduire le salaire de tous les ouvriers à 200 €, 150 €. Donc voilà. Après, si certains se disent, pourquoi pas, tiens, si ça donne du boulot à tout le monde, que tous les ouvriers gagnent 200 €, on n'a qu'à faire. Alors il faut quand même bien se dire que si tous les ouvriers gagnent 200 €, des cafés en terrasse à 1 € le café ou des tomates à 4 € du kilo, il va s'en vendre nettement moins. Et donc les maraîchers, puis les serveurs, puis les cuisiniers vont aussi devoir baisser leurs revenus s'ils veulent vendre des trucs. Je me suis lavé cette semaine. Et ainsi de suite, si les maraîchers, les ouvriers, les serveurs baissent leurs revenus, ils vont moins consommer. Donc si on veut tous avoir du travail, il va falloir qu'on baisse tous nos revenus. C'est un effet domino, quoi. Voilà. Bon après, c'est ça hein, la compétition économique. Vous savez comment c'est, une compétition, il y a beaucoup de perdants et de vainqueurs. Quoi. Enfin, je ne sais pas quel pays va gagner la compétition, mais j'ai bien une idée de la classe sociale qui est en train de la perdre. Alors, s'il y a des gens de gauche dans la salle, ils vont me dire, oui, mais il n'y a pas que le coût du travail. Il y a aussi le profit. C'est vrai, c'est vrai. Vous savez tous, dans ce qu'on achète, il n'y a pas que le salaire du mec qui l'a fabriqué, il y a aussi le profit. Et je le sais bien parce que dans mon métier, en fait, on a un outil, un tableau, un document, une feuille, qu'on utilise tout le temps, ça s'appelle une décomposition des coûts. Et en fait, on envoie ça pour tout ce qu'on achète, à tous ceux qui les fabriquent. On veut une décomposition des coûts. Et il nous fournit un document par tranche de 10 centimes, j'ai envie de dire, et il nous dit de quoi est composé le prix de ce qu'on fait, enfin de ce qu'il nous vend. Et dans ce tableau, il y a 3 parties. La première, c'est les matières premières. Alors on va commencer avec une chose, c'est que le prix des matières premières, ça n'existe pas. Personne ne met d'argent dans le sol pour remercier le sol de faire jaillir du pétrole. Personne ne met une petite pièce au pied du pommier pour avoir une pomme. Enfin, je veux dire, quand le prix des matières premières se sont écroulés en 2008, c'est pas Dieu qui a fait une ristourne, hein, ça ne marche pas comme ça. Hein. Le prix des matières premières, c'est le prix des gens qui travaillent pour les extraire et du profit. Mais il n'y a pas un prix des matières premières, c'est pas une donnée naturelle. Quoi. Deuxième partie du tableau, le coût du travail. Je ne vous le refais pas, parce que je vous le fais. Et enfin, troisième partie du tableau, les profits. Une description plus succincte des profits inclus dans le prix de mon bidule. Alors mon travail est relativement simple, c'est un cérémonial hein, qui est que tout le monde connaît dans le métier. On s'assoit, le commercial s'assoit en face de nous et on prend ce document et ligne par ligne, je lui explique que je lui explique que c'est trop cher. Et puis il va m'expliquer pourquoi il ne peut pas baisser le prix, pourquoi il peut baisser un peu, parce qu'il sait que je vais faire ça, donc il prend un peu de marge, et puis il me fait plaisir de temps en temps, puis des fois je dis « Oh, il faut baisser », puis bon, on fait comme ça. Et étonnamment, cette réunion s'arrête souvent, il y a un temps délimité, on ne va pas faire ça toute la nuit, et on a rarement l'occasion de parler du profit, c'est les dernières lignes, c'est comme ça, quoi, c'est comme ça. Et je m'étais rendu compte de ça au bout d'un moment, et en fait, je suis allé à une négociation, on était en position de force. En fait. Je suis allé avec mon responsable, en face il n'y avait que le commercial,
la situation faisait qu'on était vraiment en position de force par rapport aux fournisseurs. Et donc on fait le petit jeu habituel, quand on fait bon, cette ligne-là, elle est trop chère, quelque chose, non, je peux pas, bon, d'accord. Ensuite, et on arrive à la fin, tout le monde commence à ranger un peu ses petites affaires, et moi je me dis, je vais y aller sur le profit. Et je lui dis, monsieur, le profit est beaucoup trop élevé, ça impacte le prix, il faut me réduire votre profit, ça ne peut pas aller. Là, vraiment, le commercial était décontenancé. D'habitude, on ne parle pas de ça. Quoi. Et il me dit, mais monsieur Chaudot, votre entreprise, à vous, elle a combien de profit? Ah oui, ça va. Oui, mais on s'en fiche, je suis votre client, vous êtes mon fournisseur, on n'a pas du tout à avoir le même profit, là n'est pas la question. Donc je veux que vous baissiez votre profit, c'est beaucoup trop élevé. Et là, mon chef, je vous jure, c'est vrai, m'a donné un coup de coude, il m'a dit, arrête, il faut bien que tout le monde gagne sa vie, quoi. Enfin, donc ils ont besoin de profit, il faut que la boîte elle tourne, voilà. Donc on ne parle pas du profit, c'est comme ça. Mais c'est très bien. C'est très exactement ce qu'il faut faire pour le progrès humain. Ça s'appelle la théorie de la main invisible de Adam Smith. C'est-à-dire que si vous permettez le profit, si vous permettez le plus de profit possible, alors les gens, tout le monde, chaque individu, est évidemment plus motivé à mieux travailler, à plus travailler pour créer plus de richesse. Donc en permettant l'enrichissement individuel, chacun crée plus de richesse, et donc finalement la société en sort bénéficiaire, parce que on a produit plus de richesse, donc tout le monde est heureux, progrès, quoi. Donc il faut permettre ce profit, il faut permettre cet enrichissement individuel. Alors là, Camille m'a dit, je comprends pas, tu es en train de m'expliquer que si on permet aux gens de travailler le plus pour eux-mêmes possible sans aucune générosité, c'est comme ça qu'on contribue le mieux à la société. Oui, c'est ça. Si tu permets aux gens de courir après le profit et après leur propre intérêt, alors, finalement, ils créent plus pour les autres. Donc, tu es en train d'expliquer, en fait, que le meilleur moyen d'être généreux, c'est d'être égoïste. Ouais, c'est ça. Ouais. Je l'avais pas convaincu. Mais bon, voilà. Du coup, j'ai essayé de creuser, j'ai essayé de chercher, de démontrer ça, le profit, tout ça. Et alors, j'ai pas réussi à trouver. J'ai pas réussi à trouver si le profit permettait de créer plus de richesse au global. Par contre, je suis arrivé à une autre conclusion. C'est une seconde, j'avais oublié de préparer cette feuille. J'avais une autre conclusion, c'est que le profit peut-être permet de créer plus de richesse, mais ça conditionne la misère. Si on a du profit, on a nécessairement de la misère. C'est-à-dire que, imaginons qu'un individu produise sa richesse. D'ailleurs, ça simplifie, il n'y a même plus de chiffres. Un individu produit sa richesse. Il faut qu'il reverse une partie de la richesse produite au capital, aux actionnaires, le profit dont on parlait. Donc, imaginons qu'il reverse ça aux actionnaires. Mais c'est normal, je veux dire, les actionnaires lui ont permis d'avoir un outil de travail pour pouvoir créer de la richesse. Il est bien normal qu'ils rétribuent en partie ce service, j'ai envie de dire. Donc, cet argent part dans l'économie spéculative. Soyons clairs, quand je parle de profit, je ne parle pas du boulanger qui se tire 1000 euros par mois. Hein. Je parle de grosses entreprises où on donne de l'argent à des actionnaires qui achètent d'autres actions pour acheter d'autres actions pour acheter d'autres actions. Je ne parle pas du petit artisan. Donc, finalement, notre employé qui a créé de la richesse, il a créé tout ça, il en verse une partie aux actionnaires. Mais finalement, il avait créé tellement de richesse qu'il a encore largement suffisamment pour vivre et vivre confortablement. Donc, il n'y a aucun problème, chacun pour sa part. Donc cet individu va dépenser son argent. Et donc ça veut dire que quelqu'un d'autre va créer la richesse correspondant à la richesse que lui va dépenser. Voyez-vous ? Je vais vous prêter.
Mais cette personne, lui aussi, a un outil de travail et doit donner une partie des richesses qu'il crée aux actionnaire. Donc, à nouveau, vous avez une tranche de profit qui va dans l'économie spéculative. Même raisonnement, il lui reste ça de richesse, il a encore largement pour vivre, c'est vraiment pas un problème. Et donc, il va dépenser son argent, donc il va bien falloir que quelqu'un crée cette richesse, et ce quelqu'un va également reverser une partie de ce qu'il a créé à ses actionnaire. Alors je ne vous le fais pas 10 fois, vous avez compris le mouvement, je pense. Fatalement, s'il y a un prélèvement de profit à chaque fois, les clients des clients gagnent de moins, enfin les fournisseurs gagnent de moins en moins d'argent. Alors je ne sais pas si c'est le premier qui a pu assez pour vivre, je ne sais pas si c'est le deuxième, je ne sais pas si c'est le troisième, mais fatalement il y a un moment où le mec qui bosse n'aura plus assez pour vivre. Donc, fatalement, si on est dans un système qui impose du profit partout, on aura nécessairement des gens qui n'ont pas suffisamment pour vivre. Alors, si jamais cette démonstration ne vous convainc pas, je vous propose un autre petit jeu. Est-ce que quelqu'un s'est dessiné dans la salle? J'aurais besoin que quelqu'un me dessine très très rapidement la carte du monde. Grossièrement, mais il faut qu'elle soit reconnaissable. S'il vous plaît, sacrifiez-vous. Sinon, je fais des rectangles. Ah ouais. Hier, ils sont mis à dessiner à 5, enfin c'était n'importe quoi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est arrivé à faire globalement le monde, tout, pas le globe, enfin un planisphère quoi. Le truc aplati. Et si on peut juste voir tous les continents. Mais Alors, je suis avancé un t'as peu 15 secondes, vite. c'est pas de la pression. ça c'est l'Indre-et-Loire. Regardez-vous bien ce soir. L'usine de volant là, c'est à Partenay? Ouais. C'est ça? Ouais. Enfin, c'est chez Montreuil, donc c'est juste à côté. Là, c'est Autolib. Il est C'est bien, c'est filmé, putain. Moi, je disais non. Tu couperas au montage. Gros montage. Oh, c'est déjà réussi. Pas mal. Faux cul. Lui filer un truc vertical pour dessiner le monde en Bah faire ouais, horizontal, c'est pas cool. Faut voir avec la logistique. Bon, un peu ratatiner la Et au Sibérie. Japon. Oh non, c'est... Oui, j'y pensais, mais j'avais plus s'il fallait que je le fasse par là. Et la Réunion alors? Et l'Antarctique. Oh, c'est parti. C'est là, On part toujours en live, ce truc. Soyez pas Hop. Ça, c'est On a même les deux machins, il y a Voici le personne pôle Nord, dessus. ça, c'est On est où nous? Et Madagascar. Ouais, oh là là, il y a même la Chine et tout. L'Afrique est plus grande. L'Afrique est beaucoup plus grande. Ah bah faut voir avec mon dessinateur. C'est vrai que c'est un peu européocentré comme on dit. Alors, je vous propose un jeu. C'est de deviner où sont mes fournisseurs, puis les fournisseurs de mes fournisseurs, puis les fournisseurs de mes fournisseurs. Vous voyez l'idée? Je vous ai un peu aidé. Moi je travaille à Partenay. Ça va, tu balances pas tout quoi. Donc moi je travaille à Poitiers. Je gagne 3 300 € par mois. Je vais chez mes fournisseurs qui sont En Roumanie. Roumanie, Roumanie, Hongrie, non, pas à droite. Ukraine, Europe de l'Est. Donc je vais expliquer à ces gens-là qui sont en train de gagner beaucoup trop cher. Ils gagnent entre, pour le moins, 200 € par mois, ça monte à 400. Où sont les fournisseurs de mes fournisseurs? Chine. Chine. Nous allons directement en Chine. Chine, 50, 70 € par mois. Où sont les fournisseurs de mes fournisseurs chinois? En Afrique. Afrique Nord. En Afrique. On est aux matières premières. Alors, évidemment, il n'y a pas que. Il y a le Bangladesh et les autres pays. Pour mes composants, qui sont des composants électroniques, tout va en Afrique. Alors en Afrique, on ne compte plus en euros. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un reportage qui s'appelle Cash Investigation sur France 2, où il parlait de la production des téléphones. Ils interviewaient un contremaître d'une usine, d'une mine en Afrique, et il expliquait assez fièrement que si vous donnez 2 beignets à un gamin, il peut travailler toute la journée. Alors une fois de plus, pour ne pas vous en mettre plein la vue, De beigne, ça suffit.
Pardon, de mai. Je ne veux pas vous en mettre trop plein la vue. En fait, je ne suis pas acheteur que pour cette usine-là, je suis acheteur monde. J'achète aussi pour une usine aux États-Unis. Alors, je vous propose le même petit jeu. Où sont les fournisseurs de mon usine américaine? Au Mexique. Au Mexique. Ils sont très clairs, le Mexique, c'est l'Europe de l'Est des États-Unis. C'est dans le même rôle, le même rapport de prix, c'est exactement la même chose. Fournisseurs des usines mexicaines. Chine. Chine. On retourne direct en Chine. Les usines chinoises s'approvisionnent toujours en Afrique. Alors, il faut bien se dire un truc, c'est que... Il faut bien se dire un truc, c'est que nous, les acheteurs industriels, on le sait ça en fait. On le sait bien que ce qu'on fait, on réduit le salaire du suivant, qui lui aussi joue à réduire le salaire du suivant. Enfin, on le sait ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un petit accident en Ukraine il n'y a pas longtemps. Et, une partie de l'Ukraine voulait se rapprocher de l'Union Européenne. C'est un peu mal passé. Et en fait, à ce moment-là, on a fait une réunion dans l'entreprise pour réfléchir à quelles seraient les conséquences de cette crise ukrainienne. Chercher un fournisseur. Ça pourrait être ça. Alors, on a réfléchi à quelle était la situation, quels étaient les risques, on a donné plein d'idées, tout ça. Et à un moment, un de mes collègues a dit en fait, pour moi, le principal problème avec la crise ukrainienne, c'est que si l'Ukraine rejoint l'Union Européenne et devient une démocratie comme l'Union Européenne, les coûts du travail vont vachement augmenter. Donc, nous, notre but, c'est de faire réduire le coût d'achat, donc on n'est pas bien, quoi. Il faut trouver une solution. Et cet argument a fait mouche auprès de mon manager qui a résumé la réunion en disant en conclusion, la crise ukrainienne représente pour notre entreprise un risque démocratique. Alors je croyais qu'il plaisantait. Moi. Je dis ouais, mais c'est une démocratie qui peut devenir riche, ils vont être vachement plus motivés, plus productifs, ça va bien se passer. Et il me dit non mais à l'avenir ça ne rattrapera jamais. Enfin, je veux dire, oui, ils vont être plus motivés, mais vu le prix, donc voilà. Là j'ai compris qu'en fait on était tous conscients qu'on se battait pour maintenir des peuples à des niveaux de vie très bas et qu'on luttait contre les peuples qui voulaient être en démocratie. Enfin, quand il y a eu une crise en Tunisie, nous on a exporté tous les outils de production et les a ramenés dans l'usine chez nous pour être sûr qu'ils ne bloquent pas la production chez eux. On se remerdait si on n'arrive plus à livrer les demandes. Et donc ça a commencé à être vraiment compliqué pour moi de continuer à faire ce travail et je me suis demandé s'il n'y avait pas d'autres choses à faire. Parce que vraiment je sentais que non seulement j'aimais pas ça, mais j'étais pas neutre, quoi. Je faisais pas des choses bien, quoi. Et du coup, sur un coup de tête, j'ai demandé à mon DRH si j'avais le droit de faire une formation en maraîchage. Il n'a pas été d'accord. Je lui ai dit, tant pis. Et donc, du coup, avançant sur tout ça, je me suis interrogé, mais en fait, si le profit crée la misère intrinsèquement, j'ai envie de dire, peut-être qu'on a déjà suffisamment de richesse en fait pour tout le monde et qu'on n'a pas besoin de produire plus. Et alors, j'ai voulu m'intéresser à ce qu'étaient les besoins, enfin, on rentre dans des discussions philosophiques qui ne s'arrêtent plus, les riches vous expliquent qu'ils ont besoin de Boeing, enfin, c'est pas possible. Alors je me suis intéressé juste à la nourriture, juste aux besoins en nourriture. Alors, est-ce que vous savez combien de personnes dans le monde meurent de faim, enfin, souffrent de sous-nutrition? 1 milliard. Un peu moins d'1 milliard. 800 millions. 800 millions, d'après le dernier comptage. Donc 800 millions de personnes dans le monde souffrent de faim. Vous savez combien de personnes souffrent de surpoids dans le monde? 1 milliard. Un peu plus. Un peu plus. 2 milliards 100 millions. Je vous rassure, ils n'étaient pas tous au même endroit. Ceux qui souffrent dessous et dessous, je ne sais pas vraiment situés pareil. Quoi. Et alors, j'ai un peu creusé, et en fait, si on regarde les chiffres de production agricole,
on produit par rapport à 1950, on produit aujourd'hui 25% de plus de nourriture par habitant. Prenant en compte l'augmentation de population, évidemment. Et si vous regardez les seuils de nutrition, tout ça, en fait, on produit déjà beaucoup plus que ce qui est nécessaire. Et en fait, ça m'a amené à une conclusion, c'est que le problème de misère, de faim dans le monde, ou de pauvreté en général, c'est pas un problème technique. C'est pas des ingénieurs qui résolvent ça en cherchant la martingale pour produire plus. C'est un problème politique. C'est un problème de décision politique. Nous avons déjà suffisamment pour nourrir tout le monde, et ça améliorerait la santé de ceux qui souffrent de surpoids et de ceux qui souffrent de sous-poids. Donc, voilà. Oui, mais bon. Le monde marche comme ça, hein, puis on a de la dette, pardon. On a de la dette, il faut bien la payer, donc oui, c'est terrible tout ça, mais si on ne paye pas la dette, c'est nous qui allons être dans la misère. D'ailleurs, nous les experts en économie, on a un gourou, c'est Jacques Attali. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, Attali, c'est les mêmes lettres que Attila. C'est possible. Et donc Attali explique assez régulièrement, quand il est dans les médias, il nous explique à tous que la France dépense plus qu'elle ne gagne, et qu'aucun ménage pourrait faire ça, évidemment. Enfin, et c'est aberrant, et qu'il faut absolument rééquilibrer les comptes. Enfin, c'est absolument nécessaire. Et en fait, Attali oublie deux choses quand il dit ça. Première chose, il oublie que pour l'État, les recettes de l'État dépendent de ses dépenses. C'est facile, hein, si l'État construit une école, il embauche des maçons, des vitriers, il y a plein de monde qui vont payer des impôts, faire des dépenses, des taxes, tout ça. Et si vous prenez tous les différents taux de prélèvement, et que vous voulez réaliser le plan d'économie de M. Valls il y a 2 ans, où il voulait réduire le déficit de 40 milliards d'euros, si vous prenez l'ensemble des taux de prélèvement, c'est pas de 40 milliards d'euros qu'il faut réduire les dépenses, c'est de 80 milliards d'euros. C'est-à-dire 2 fois le budget de l'éducation nationale. Donc voilà, après on peut réfléchir, est-ce qu'il est judicieux pour la société de réduire les dépenses de l'État de 2 fois le budget de l'éducation nationale. Il y a une deuxième chose qu'il oublie, c'est que l'État peut créer de l'argent. Nous on ne peut plus parce qu'on a accepté de ne plus le faire. Mais vous ne pouvez pas le faire, vous seriez un faux monnayeur. Mais c'est normal, on ne va pas tous créer de la monnaie et puis donner notre monnaie aux voisins, ça ne marche pas comme ça. L'État peut créer de l'argent. Alors, là, Camille me dit, mais s'il peut créer de l'argent, qu'est-ce qu'on s'emmerde, quoi. On crée de l'argent, on en file à tout le monde, il n'y a plus de pauvres. Voilà, le problème est résolu. Alors, c'est pas aussi simple. Parce que si vous créez de l'argent, qu'est-ce qui peut se passer si vous créez de l'argent? L'argent n'a plus de valeur. L'argent n'a plus de valeur. Il y a un terme, ça peut créer de l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. Concrètement, c'est-à-dire que votre kilo de tomates, il ne vaut plus 4 kilos, il en vaut aussi. C'est-à-dire que votre voiture, elle ne vaut plus 10 000 euros, elle en vaut, s'il y a une inflation de 50%, 15 000. Tous les prix augmentent. D'accord? Excusez-moi. Alors voilà, tous les prix augmentent. Mais il y a 2 choses qui n'augmentent pas, en fait, avec l'inflation. Il y a 2 choses. Il y a les dettes. Tous ceux qui ont acheté une maison dans les années 60 le savent. Parce que dans les années 60, il y avait une inflation entre 10 et 15%. Et vous achetez votre maison, il y avait une inflation entre 10 et 15%, donc votre salaire augmente avec l'inflation. Puisque si les prix augmentent, c'est que votre coût est plus élevé. Enfin, ça va ensemble, ces choses-là. Et donc, quelques années plus tard, avec une telle inflation, votre crédit de 10 ans plus tôt ne vous coûtait plus rien, ne vous représentez plus rien par rapport à votre salaire. Donc, cette inflation réduisait votre endettement. Et de la même manière, mécanique inverse, il y a un autre truc qui n'augmente pas avec l'inflation, c'est les épargnes. Si vous avez, je ne sais pas, 100 000 euros d'épargne et qu'il y a l'inflation, vous avez toujours 100 000 euros. Ça n'a pas augmenté avec l'inflation. Et donc concrètement, vous avez le même chiffre, mais la correspondance en richesse réelle, parce que l'argent c'est pas de la richesse, hein. C'est un symbole de richesse, on ne mange pas l'argent. On peut démarrer un feu avec, mais c'est tout, quoi. Et donc votre épargne perd de la valeur. Donc globalement, l'inflation est plutôt nuisible, gênante pour ceux qui ont de l'épargne, et est plutôt favorable à ceux qui ont des dettes.
Alors, nous, on a décidé qu'on n'aurait plus le droit de créer de la monnaie. On a délégué ce droit avec un certain nombre de pays européens à la Banque Centrale Européenne, la BCE, dont la mission principale est de maintenir l'inflation entre 0 et 2%. Elle fait très bien son travail, mais beaucoup plus proche du 0 que du 2. Donc on est aujourd'hui à 0% d'inflation, on a 10% de chômage. Dans les années 60, il y avait 10-15% d'inflation, il y avait le plein emploi. Moi, quand j'en parle à mes parents ou aux parents de mes parents, ça avait l'air d'être une belle époque, tout le monde avait du travail, c'était facile de changer de travail. Ça n'avait pas l'air d'être si catastrophique que ça. Et donc en fait là, j'ai compris que même les institutions, enfin, certes ce que je faisais dans mon travail n'était pas très bon, enfin, était même mauvais pour les autres. Puis en fait, je savais que ce que faisait mon usine, c'était pas bon non plus pour l'environnement, pour les autres. Enfin, je veux dire, mon usine déverse du cyanure dans les rivières en Pologne pour enlever l'aluminium du cuivre, voyez-vous. Enfin, parce qu'en Pologne, c'est autorisé, donc c'est pas gênant, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et puis bah, voilà, mon usine, elle faisait ça, et puis finalement, je ne savais pas trop quoi faire, parce que même l'ensemble du système était en aucun cas fait pour permettre aux pauvres de s'en sortir mieux. Même la gestion de l'argent, enfin, ce dont on sert tous les jours, était fait pour préserver les intérêts des riches, quoi. Du coup j'étais un peu perdu. Je ne savais plus quoi faire parce que je voulais pas faire ça. Moi, je n'avais pas fait ça pour que les Chinois aient plus à manger. Vous voyez, enfin, je faisais ça pour qu'il n'y ait plus de chômage en France, pour aider les gens, quoi, pour aider les ouvriers, pour aider tout ça. Et je voulais plus faire ça. Je voulais, vous m'entendez pas ? Je voulais plus faire ça. Je vais pas passer ma vie à nuire aux autres, quoi. Et j'étais embêté parce que moi je sais rien faire. Enfin, c'est juste acheter des boutons de volant puis des gammes chauffantes. Enfin, concrètement, en dehors de ça, c'est pas pratique, quoi. Et du coup, avec Camille, on a réfléchi. Puis elle m'a dit, mais t'as tellement répété ce que les autres disaient sans y réfléchir, ben, t'as un instinct mouton, quoi. T'as un truc, t'as une connexion avec les moutons. Alors on a décidé de reprendre une ferme, un élevage de moutons. Alors j'ai fait une formation agricole, sans l'autorisation de mon DRH, c'était fini. Je me suis fait virer entre temps, je vais vous dire, excusez, vous en doutez, j'imagine. Et donc voilà, et donc si vous nous cherchez, Camille et moi, et maintenant Johanna, notre petite fille, on est dans une ferme en Charente-Maritime et on fait un élevage de moutons. Et je disais à Camille, si on donnait un peu moins à manger aux moutons, ils pourraient faire des gains de productivité, organiser tout ça, prendre des parts de marché, et ça va être mieux.